Bonjour à tous, on se retrouve comme d'habitude pour le CQFR Shine. Il n'y avait que 3 matchs la nuit dernière. Je te propose qu'on commence avec la victoire des Spurs, victoire contre les Mmh. Trailblazers, victoire 118-105 pour San Antonio. Une équipe des Spurs où Victor Wembanyama a encore eu du mal en attaque, mais a encore été très bon en défense. 12 points, 8 rebonds, 2 passes, 4 interceptions et 3 contres pour Victor Wembanyama. Ouais, toujours encore un peu curieux ce début de saison. On en parlait hier avec Maxime sur le match des Spurs. Il À nouveau, il y a eu cette recherche un peu excessive de tirs, compliqués, hem, il a pas la même efficacité, la même adresse, même Jack l'an dernier. Là, je crois qu'il est à 41 après ce match-là. Donc lui est pas du tout inquiet après le match, il a dit: «Non, non, c'est un process, c'est sur du long terme et tout». Mais ça reste un petit peu frustrant. Défensivement, c'est pas frustrant parce qu'il est toujours très, très dissuasif. Certes, en face, c'était pas une équipe, exceptionnelle, hein, mais en attaque, ça reste un peu frustrant. Alors, on fait de l'analyse au jour le jour, donc peut-être que sur le prochain match, on va dire: «Ah, c'est super, il a fait un match incroyable, il a pris les bonnes positions et tout». On est juste obligé de dire que pour l'instant, c'est pas encore, c'est un peu frustrant, c'est un peu, parfois ça peut interroger parce qu'on l'attendait, plus à l'aise, moins en recherche des fameuses positions, le côté laboratoire, tiens, je vais tenter des trucs compliqués et tout. Je trouve que c'est encore un peu, ouais, c'est encore un peu brouillon et flou. Ça l'empêchera pas de marquer des paniers, ça l'empêchera pas d'être très très fort défensivement comme il l'a encore été. Mais tu vois, même sur l'impact général sur l'équipe, l'année dernière, à chaque fois qu'il était sur le terrain, c'était un bonus instantané. Là, pour l'instant, sur le début de saison, c'est celui qui a le plus mauvais plus-minus des Spurs. C'est aussi un de ceux qui joue le plus, hein, donc faut relativiser, mais il est à moins 21, je trouve qu'il perd pas mal de ballons. Voilà, disons que c'est un démarrage un peu poussif et on a des attentes très élevées pour lui, donc c'est normal qu'on soit un peu exigeant, voilà, je pense. Ouais, tu as donné la stat que je voulais donner, c'est l'adresse au tir, ouais, 41. Tu l'as dit, on a quoi? Ça fait 9 matchs, Mmh. 41 au tir. Déjà, si c'était un extérieur, je pense qu'on présenterait ça de manière négative. Là, on parle d'un intérieur qui, en plus, heu, est très, très grand. Mais là où moi je rejoins aussi Victor Wembanyama, ce que je trouve intéressant dans sa philosophie sur «c'est un process», c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Victor, il fait face à 2 défis défensifs. C'est que d'un côté, il y a il y a tout constamment des prises à 2. On va aller jusque-là, quasiment constamment des prises à 2 très rapides. Il y a une volonté de le mettre dans cette situation, enfin, pour d'aider des équipes adverses de le faire lâcher la balle. Et il y a la physicalité. Mmh. On en avait déjà parlé, mais il est constamment défendu par des extérieurs solides. Et aujourd'hui, toutes les équipes en ont presque. La nuit dernière, c'était Toumani Camara, c'était Jeremy Grant. Et des mecs comme ça le gênent. Chaque soir, à part contre Utah, chaque soir, il est gêné par des profils comme ça, qui ont un centre de gravité plus bas, qui sont plus solides. Et il a du mal à faire face à la physicalité. Mais du coup, il y a ces deux défis. Et le truc, c'est qu'en se retrouvant aussitôt dans sa carrière confronté à ça, en fait, Victor, il va finir par trouver la solution sur les prises à deux. On l'a vu, il a une qualité de passe. Encore hier, il y a un moment, il y a une prise à deux lignes de fond. Il arrive à faire une espèce de passe comme ça. Ouais. Je ne saurais même pas la décrire pour une coupe d'Harrison Barnes, je crois. Euh, il a la vision, il a la qualité technique. Il lui manque effectivement la puissance, mais je me dis que tout ça, ça va venir. Et une fois qu'il aura trouvé ça, en fait, qu'il aura réussi à répondre à ces deux défis-là, qu'est-ce que les équipes adverses, elles vont faire, en fait? Ça, c'est le truc où je me Mmh. dis, offensivement, c'est là où je serais un peu patient, évidemment, mais même presque optimiste si j'étais fan des Spurs et de Wembanyama, c'est de me dire, OK, mais là, il est confronté à ça dès maintenant, c'est sa deuxième saison. Laissez-lui quelques semaines, quelques mois, il va finir par trouver la solution, en fait. C'est pour ça qu'il faut pondérer un peu les attentes et qu'on avait dit de pas s'enflammer tout de suite, de prédire les Spurs en play-off, en play-in et tout, parce que tu as raison sur l'impact physique qui est mis sur lui. Il y a 2-3 fois, Jeremy Grant notamment, alors Toumani Camara, qui est un très très bon défenseur aussi, hein, qui met de l'impact, mais Jeremy Grant, il l'a il l'a rudoyé 2-3 fois. Victor a fini au sol. Enfin, c'est des joueurs sur lesquels il est compliqué d'attaquer. Après, c'est pour ça que moi, je comprends, je suis d'accord avec ce que tu dis et je pense que ça va lui servir effectivement. Mais pour l'instant, c'est une formule qui fonctionne bien pour les équipes et elles vont continuer de faire ça. Et je me demande comment, ouais, de quelle manière il va s'adapter et déjouer ça, parce que ça reste frustrant de le voir prendre des tirs que je trouve trop compliqués et pas vraiment dans le flow du jeu, tu vois, il y en a encore trop. Alors voilà, c'est un jeune joueur, il expérimente, mais
Je préférais le voir sur des situations un peu plus simples, près du cercle. C'était le débat qu'on avait déjà un peu l'an dernier, hein, mais tu as raison de pas du tout être, alarmiste. Parce que pareil, en lisant un peu à droite à gauche sur des articles ou sur les réseaux, c'est tout de suite: «Ah, incroyable, il est en train de régresser, parce que son pourcentage a baissé». Enfin, Mmh. je Non, co il je régresse pas, ouais. non, il régresse pas du tout. C'est bon, c'est un challenge. J'aime bien cette approche-là, c'est de dire, voilà, il est confronté à des challenges un peu différents. Les gens ont vu l'année dernière quel talent il avait. Maintenant, ils vont lui proposer un défi physique, des prises à deux. Il est très attendu, donc voilà. Je suis pas alarmiste non plus, hein. Je pense il va régler la mire. Il va pas finir la saison à 41% à mon avis, en adresse globale en tout cas. D'ailleurs, du côté des Spurs, au final, sa présence au scoring n'a pas été vraiment nécessaire. Il y a quoi? Il y a 7 joueurs ou plus qui ont mis plus de 10 points. Ouais. 17 points de Malaki Branham qui s'est blessé, 17 points de Keldon Johnson, 14 points du rookie Stephen Castle avec 6 passes. Il a été intéressant, Stephen Castle. 14 points de Champagny. Voilà, il y a une marque très, très, très répartie du côté de San Antonio. Juste du côté de Portland, 13 points de Shaedon Sharpe. Son retour, ça faisait 10 mois qu'il n'avait pas joué Shaedon Sharpe. Ouais, bah c'est bien pour. Enfin, il fait partie du projet de Portland, de ces jeunes joueurs qui sont censés faire partie du noyau dur après. C'est un joueur très spectaculaire qu'on aime bien, dont on a bien aimé les débuts, les gros dunks, la détente un peu surhumaine. C'est bien pour Portland, qui reste une équipe quand même assez agréable à regarder. Je partageais Ouais. ce que vous disiez la dernière fois. Si tu veux, l'année dernière, c'était un peu déprimant. Et moi, j'ai beaucoup critiqué Chauncey Billups. J'ai l'impression que là, bon, sans dire il se passe quelque chose, c'est le début d'un truc incroyable, mais je comprends un petit peu ce qu'il veut faire et ça me semble aller un peu plus dans le bon sens. Alors, pareil, on va dire, ça y est, ils ont trouvé le truc, mais c'est beaucoup plus regardable, ne serait-ce que sur la fameuse matabilité qu'on a bien parlé l'année dernière. C'est Non, quand même c'est beaucoup plus clair. simple. Et je suis assez d'accord que c'est plus intéressant. Il y a un banc qui, là, maintenant, devient même particulièrement cool à suivre parce qu'il y a Scoot Anderson qui arrive avec son dynamisme. Il y a Shaedon Sharpe qui revient. Son premier panier, Shaedon Sharpe dans ce match, un petit shoot là, à mi-distance, tête de raquette. J'aime beaucoup la fluidité du geste, la technique. Il a été bon en 13,6 sur 9, je crois. C'est Ouais, il fait un peu massif, un peu difficile à. Mais du coup, tu vois, je m'attendais à mieux sur Donald Clegan. Je sais que c'est que le début de saison, mais le début de saison est vraiment très discret. Et je le trouve, contrairement. Alors, j'avais pas vu beaucoup de NCA, hein, je m'en suis jamais caché, mais je trouve que là, c'est peut-être parce que les autres joueurs sont plus rapides ou plus athlétiques, mais je le trouve un peu lent, en fait, pour être sincère. En pré-saison et en Summer League, ça se voyait pas. Il était plutôt à son aise, mais c'est là qu'on voit que c'est pas la même intensité dans les matchs, la même vitesse que tu évoquais aussi. Ouais. Je suis d'accord pour l'instant, Klingan, et c'est un peu difficile, mais bon. Après, ils l'ont drafté haut, donc c'est pareil, les attentes, elles sont peut-être aussi un peu élevées. Et puis, c'est un joueur qui a un gros cursus universitaire. Lui aussi, il va trouver le rythme et la vitesse. Tous les joueurs ont besoin de s'adapter au rythme NBA, c'est quand même autre chose. Ouais, ça prendra un peu de temps, mais ça va venir. Allez, il y avait un autre match, c'est Milwaukee qui a mis fin à sa série de 6 défaites de suite. Victoire des Bucks contre le Jazz, la réception du Jazz qui tombait à pic. Je pense que chaque fois qu'une équipe aura besoin de se relancer, ça sera toujours sympa de jouer Utah, qui est peut-être la plus mauvaise équipe de la ligue. Milwaukee a gagné 123-100. Ce qui est intéressant, c'est la perf de Lillard et Giannis. 65 points cumulés, donc 34 points, 7 passes, 4 interceptions pour Damian Lillard, 31 points, 16 rebonds pour Giannis Antetokounmpo. L'autre chose, c'est le changement dans le 5 majeur. Alors, c'est un changement très à la marge. Gary Trent Jr., qui franchement a décidé qu'il n'en foutrait pas une en défense, est sorti du 5 majeur, remplacé par André Jackson Jr. Voilà. Les Bucks qui, on va pas dire que c'est pas la fin de la crise, mais au moins la série de défaites, elle s'arrête. Ouais, parce que j'allais dire, le score est très flatteur. Parce que je me suis mis sur le match, c'était en cours de 3e quart-temps, ils étaient derrière au score. Donc, oui. Mais après, ils passent un 17-1, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça s'est surtout joué à la fin, et ils n'ont pas été aussi à l'aise que ça. Par contre, au moins, il y avait un peu plus de personnalité dans le jeu sur la fin. Le duo Giannis-Lillard a vraiment été bon. Et Lillard, au milieu des difficultés, il faut souligner quand même que Lillard, son mois de novembre, il est assez excellent sur le plan individuel. Il y a eu les absences de Giannis, il y a toujours Middleton qui n'est pas là, donc il est forcément un peu plus responsabilisé. Mais au moins, il est sur un niveau individuel assez élevé. Et c'est plutôt encourageant, parce que quand tout le reste va cliquer, quand tu auras plus ou moins de blessures,
s'il joue à ce niveau-là, ça va quand même changer beaucoup la donne, surtout par rapport à l'année dernière, quoi. J'ai vu effectivement la stat sur novembre, mais moi j'irais au-delà. Je dirais qu'en fait, il fait même un très bon début de saison, à part effectivement, il y a eu des matchs où il s'est troué. Mais je te donne les stats de Lillard cette saison: 28 points, 46% au tir, 39% à 3 points, 4 rebonds, plus de 4 rebonds, 7 passes. En fait, statistiquement parlant, il fait un excellent début de saison. Il y a des matchs où il s'est troué. Il y a eu 1 ou 2 matchs où c'était très moche, mais la plupart des matchs, il est bon en fait. Même dans les défaites, par exemple, les 2 défaites contre Cleveland, c'est 41 et 36 points. Oui, il perd contre Cleveland, il y a un match où il perd un ballon à la fin, etc. Mais c'est des choses qui arrivent en fait. Il fait quand même. Lui et Giannis sont très forts. Et c'est pour ça que tu te dis que quelque part, Milwaukee, ça ne va pas continuer à perdre. J'ai plus d'inquiétude. On parlera de Philly à la fin. Je sais, peut-être il y a un petit biais individuel. Tout le monde sait que j'aime bien Giannis, que j'adore Lillard. C'est mes 2 joueurs préférés, donc forcément j'ai envie de les voir réussir. Mais je pense sincèrement, même si les Bucks sont pleins de lacunes, où tu te dis déjà c'est impossible de gagner le titre, je suis le premier à dire non mais il faut changer quelque chose. Mais par contre, Giannis, Lillard, ils sont très forts depuis le début de la saison et ça te laisse penser qu'il y a quand même un moment où ça va marcher. Et je viens à André Jackson Jr. Ça va être très à la marge. Là, sur ce match, il fait 7 points, 3 rebonds, 4 passes, 4 interceptions. Mais lui, il est athlétique. C'est un des seuls joueurs athlétiques, en fait, c'est simple, avec Giannis de cet effectif. Donc, il fait du bien parce que l'équipe des Bucks, souvent, elle paraît lente, elle paraît vieille. Même avec Prince, même avec Trent Jr., c'est fou, en fait. T'as des mecs qui sont même pas vieux, ils paraissent vieux et lents. Ça manque clairement de potentiel athlétique. Et on voit comment dans cette ligue, ça compte. On le répète chaque année, on voit le Thunder. Lui, il a ça. Il va faire beaucoup de bien, surtout que c'est un mec qui est fort quand il joue avec d'autres gars. En fait, c'est intéressant d'avoir des joueurs très forts avec lui. André Jackson Jr., si tu le fais juste sortir du banc, en fait, il y a des moments où tu le verras même pas. Il y a pas, tu vois, il a besoin de gars autour de lui qui vont vraiment créer des écarts et lui, il peut faire le sale boulot. Et André Jackson Jr., du coup, ce qui m'a intrigué, parce que je le trouve intéressant, et en fait, c'est lui qui a le meilleur plus-minus et un des rares qui a un plus-minus positif dans l'équipe des Bucks. Et lui, il est assez nettement positif. En plus, c'est ça le pire, sachant que là, cette nuit, il n'a même pas le meilleur plus-minus. Tu vois, Lillard est à plus 27, Giannis à plus 27, donc c'est même pas faussé par les stats de cette nuit. Mais il y a un truc, en tout cas, après, voilà, le plus-minus, ça a ses limites, mais André Jackson Jr., a un impact qui peut être intéressant. Et voilà, Doc Rivers l'a mis dans le 5 majeur. Je pense qu'il va rester dans le 5 majeur. Ouais, il y a un joueur dont l'impact m'inquiète un peu. En tout cas, en attaque, c'est logique de baisser en production offensive quand il y a des nouveaux joueurs et tout ça, mais Brook Lopez, je le trouve vraiment. Enfin, il a plus du tout ce qu'il amenait la saison du titre et même celle d'après, où il prenait pas mal de tirs ouverts à 3 points, il mettait des paniers simples. Là, je trouve que j'ai l'impression qu'il est presque inoffensif en fait, ce qui est fou, alors que c'est à la base un très bon pivot offensif. Et bon, est-ce que c'est un peu l'âge? Est-ce qu'il est juste concentré sur la défense parce qu'ils ont des difficultés défensives? Mais je trouve que ça fait un peu la donne. Tu vois, tu disais, ouais, on dirait qu'ils sont vieux et lents pour le coup. Brook Lopez est plus jeune et je trouve qu'il a perdu un step un peu, tu vois, aussi en dynamisme. Alors, c'est peut-être juste là la période, mais je pense il est quand même important, tu vois. C'est quand même un leader de vestiaire. C'est un joueur qui était là pendant le titre. Donc, j'espère pour eux et pour lui aussi qu'il va réussir à apporter un peu plus. Après, sinon, si les autres tours arrivent à compenser ce que lui, il apportait quand il tournait à une quinzaine de points par match avec un super pourcentage à 3 points, peut-être que ça peut être compensé aussi. Ouais, après, Théo soulignait le fait que plein de moments, c'est comme si tout le monde oubliait que Brook Lopez est capable de poster ses vis-à-vis. Et il serait peut-être des fois temps de pas juste se dire que Brook Lopez peut étirer les lignes, mais qu'il peut aussi faire du mal près du cercle. D'ailleurs, les Bucks aussi ont eu il y a eu un match, il y a eu une line-up qui a bien marché, c'est quand les Bucks maintenant tentent des fois de faire jouer juste Giannis en pivot. Alors, ça n'a pas forcément marché l'an dernier, mais là, sur le début de saison, il y a eu quelques moments où ça a plutôt bien fonctionné. À voir si c'est quelque chose qui revient. Mais pareil, pour ça, si tu veux faire ça, si tu veux Giannis en pivot, il te faut des two-way players polyvalents en défense et athlétiques. Et surtout si tu as Lillard aussi dans ce 5-là avec Giannis en pivot. Il te faut que tu aies autour de Giannis, que les 3 ailiers, ça soit 3 vrais défenseurs athlétiques. Et les Bucks n'ont pas forcément ce personnel. Ouais. Il y avait un dernier match cette nuit, c'était Minnesota contre Chicago. J'ai oublié de dire pour les Spurs d'ailleurs, pardon, j'ai oublié de dire que Devin Vassell revenait samedi. Bonne nouvelle. Ouais, bonne nouvelle pour les Spurs. C'est vrai que les Spurs jouent sans Sohan, sans Vassell. Là, Vassell va rejouer dès demain. Du coup, Minnesota a battu Chicago, 135-119. Gros quatrième carton de la part des Timberwolves qui l'emportent 45-24 sur le quatrième carton, une domination complète. 33 points d'Anthony Edwards et 21 points, 9 rebonds de Rudy Gobert, 22 points, 10 rebonds aussi de Julius Randle qui est
très bon depuis le début de la saison, Julius Randle. Absolument, mais il est très bon, Julius, je vous l'ai dit. Non, mais oui, il est bien adapté, ça c'est cool. Rudy, je suis content d'une chose, c'est que pour une fois, il s'est retrouvé du bon côté du poster. Il a mis Kobe Oui. White sur un poster. D'habitude, Rudy défendant à peu près toutes les situations possibles, quitte à se prendre des dunks, il est plutôt de l'autre côté. On avait vu ça avec Christian Brown il n'y a pas très longtemps. Là, c'est lui qui a mis le poster, donc c'est très bien. Anthony Edwards, je m'étais fait la réflexion sur les matchs que j'avais vu 2 matchs, je pense, des Wolves depuis le début. Je trouvais qu'il prenait beaucoup de tirs à 3 points et qu'il était plutôt adroit dans l'exercice. Et j'ai vu passer la stat, je ne sais pas si tu l'as vu. Il est 3e all-time au classement des tirs à 3 points marqués pour son équipe sur les 8 premiers matchs de la saison. Alors, dans les 2 premières perfs, c'est Steph Curry en 2019 et 2024, donc l'année dernière. Et Edwards, il en a déjà mis 41. Donc, tu vois, il est quand même vachement productif à 3 points. J'ai pas son adresse sous les yeux, donc ça sera intéressant. Mais Je vais te donner son adresse. C'est vrai qu'il y a eu des ratés. Et justement, je sais pas si tu avais vu cette vidéo, il y a un moment, un journaliste qui lui demande qu'est-ce que tu aimerais répondre à ceux qui disent que tu tires trop à 3 points. Et je sais pas, il leur a dit fuck them. Fuck them, voilà. Je vais te donner son adresse. Il y a eu des matchs où il a beaucoup tiré quand même. Hein. Là, il est à 46%, effectivement, avec un énorme volume. Il a 46%. J'avais pas fait. Il a 46% en prenant 11 tirs à 3 points par match. C'est énorme. Après, il a un geste. Je trouve qu'il a C'est marrant parce qu'Edwards, il est arrivé en NBA. On s'est demandé, ok, ça va être un athlète. Est-ce que ça. Alors, on peut toujours se demander, est-ce que ça va être un basketteur? Mais par contre, il a un vrai tir, Anthony Edwards. Tu vois, bien sûr, c'est pas le mec où on va se dire, si tu demandes les spécialistes du tir, tu vas pas forcément penser à Anthony Edwards, etc. Il n'y a pas ce côté pur shooter, mais en vérité, il a une mécanique, tout. Il a le gainage, la fluidité dans le geste. J'adore le regarder tirer. Je trouve qu'il a un vrai beau tir, Anthony Edwards. Les 46%, c'est à 3 points? Oui, c'est à 3 points. Ouais, en 11 tentatives par match. Et il prend 11 tentatives à 3 points par match. Il en met 5 et quelques. C'est énorme. Tu sais, c'est marrant que tu disais, on se demandait si ce serait un basketteur et tout. Tu sais, le document, enfin la série de documentaires sur Netflix dont je t'ai parlé, Starting Five, là où il est dedans, où on voit un peu, ils étaient en inside sur la saison dernière. C'est drôle dans le sens, c'est pas un basketteur encore. C'est que tu vois sur la saison dernière, tous les autres joueurs sur lesquels il y a eu un portrait, plus ou moins, ils ont tous un espèce de rituel tous les jours dans leurs habitudes pour les shoots, pour l'alimentation et tout. Et Edward dit, moi j'en ai rien à foutre, j'ai pas du tout de routine. Un coup il va se faire une pizza, un coup il va jouer à Madden, et il dit, moi je m'en fous, j'attends juste 19h le coup d'envoi et je fais jamais la même chose, quoi. Donc je suis même pas sûr qu'on a encore tout vu en termes de professionnalisme de la part d'Edwards. Il a toujours ce côté spontané et fuck it, on va jouer, c'est parti, et je vais allumer 11 paniers à 3 points par match, il n'y a aucun problème. Mais je suis 46% à 3 points, c'est l'échantillon, il est encore petit, mais je ne sais pas quelle était son adresse à l'extérieur l'année dernière, mais si c'est un joueur qui est à 40% à 3 points fréquemment, ça fait flipper quand même. Ouais, je vais regarder ça de suite. Je veux bien, parce que t'imagines avec ce qu'on a vu l'année dernière déjà, la progression, s'il tourne ne serait-ce qu'autour des 40%, c'est flippant, je trouve. L'an dernier, il était à 35%. Bah ouais, là, les 40, je pense que c'est atteignable. C'est fort possible qu'il tourne à 40% sur la saison, quoi. Mais tu sais, en plus, il a en plus, c'est même la manière dont il prend ses tirs, c'est-à-dire que il est vraiment capable de te faire l'espèce de sidestep à 3 points ou step back à 3 points, et il va réussir à rester. Il est tellement fort, tu sens que son gainage, il va rester tout droit, il va pas partir dans tous les sens. Il y a certains mecs, quand ils font moi, si je fais un sidestep, il y a une partie de mon corps qui part à Vesoul et l'autre qui est à New York, tu vois. Et du coup, des fois, je vais t'en mettre, mais tu vois, il y a une espèce de. Enfin, ça n'a rien. Évidemment, on ne peut pas se comparer à des pros, mais lui, il n'y a rien qui bouge, quoi. C'est vraiment pur et ça, du coup, il y a ce 46%, mais en plus, il y a une certaine difficulté dans le degré de tentative qui est assez impressionnant pour Anthony Edwards. Je vois. Et une petite information relayée par mon gars Joe Ingles en conférence de presse après, qui se moquait de Mike Conley en disant, c'est une vraie statistique par contre, c'est le plus vieux joueur de l'histoire des Timberwolves à signer un double-double. Voilà. Lors de ce match. Mike Conley ou Joe Ingles, parce que Joe Ingles, il peut plus faire double-double, je pense. Mais... il peut faire des doubles simples. Triple simple. Allez, enchaînons avec une mauvaise nouvelle pour les Sixers. J'avais commencé à en parler. En plus de tout ce qui se passe à Philadelphie, Tyrese Maxey va manquer au moins 2 semaines de compétition parce qu'il s'est blessé aux ischio. Là, ça commence à être chaud.
Ouais. Bon, heureusement, c'est que 2 semaines. Heureusement, Paul George est revenu et heureusement, Joel Embiid va normalement revenir là, sur le match contre les Knicks prochainement. Mais ouais, il y a un peu rien qui leur est épargné pour l'instant. Il faisait un très très bon début de saison malgré le contexte difficile. Donc ouais, quand tu vois je sais plus, l'expression c'est quoi, les emmerdes, ça vole en en escadrille. Voilà. Merci Théo pour m'éviter de faire une énorme faute. Ouais, il y a rien qui leur est épargné pour l'instant. C'est quand ça se passe comme ça en début de saison, en général, c'est vrai que les trucs s'enchaînent et il faut avoir les ressources pour rebondir. Alors, j'espère qu'ils les auront. Tu vois, par exemple, les Clippers l'année dernière, à un moment, il y avait un peu cette vibe-là où il n'y a rien qui allait, ils perdaient des matchs, ils n'arrivaient pas à intégrer Harden. Et ils avaient réussi finalement quand même à retourner un peu la situation. Donc, ouais, c'est ce qu'on va souhaiter aux Sixers. J'ai vu Ils ont du temps. Ouais, j'ai vu dans les commentaires des gens hier qui disaient que Nick Nurse trouvait pas de solution, même depuis l'année dernière et tout. Ça, je suis pas d'accord. Et c'est une des raisons, c'est sa présence qui fait que je suis plutôt confiant et qu'avec le temps qu'il a, à mon avis, et le personnel qu'il a à disposition, je pense qu'il va quand même trouver quelque chose. C'est quand même un excellent coach et ils ont cette chance-là. Yes, ouais, je pense aussi que ça va finir par se relever, mais bon, c'est juste, ça rajoute, voilà, avec l'expression, avec l'escadrille. L'escadrille. D'ailleurs, on n'a pas de date de retour, je crois, pour Joel Embiid, du coup, après sa suspension, on peut imaginer. Je crois que ça correspond au premier match pour la NBA Cup contre New York. Contre New York, ouais. J'allais dire Milwaukee, que c'était contre New York, ouais. Tu nous l'avais dit effectivement l'autre fois. Et je sais pas si tu as vu aussi, il y a une autre blessure, en tout cas un changement d'intitulé dans la blessure qui me rassure pas des masses. Du côté d'Anthony Davis, on évoquait hier avec Maxime sa blessure où c'était une douleur au talon. Ça s'est transformé en aponévrose plantaire. Donc le genre de truc bien chiant qui traîne un peu. Donc on le connaît, hein, il va jouer ça. On peut dire ce qu'on veut sur Anthony Davis, sur la récurrence de ses blessures, mais en général, il arrive à serrer les dents et à faire quand même pas mal de matchs sur les dernières saisons. C'est pas hyper bon signe non plus. Je parlais de l'atmosphère à Philadelphie. J'aime pas trop l'atmosphère aux Lakers. Je trouve que Redick est déjà vachement frustré. Il se barre un peu vite des conférences de presse. Il a de la frustration qui ça va avec le début d'expérience d'entraîneur pour lui à ce niveau-là. J'aime pas trop l'atmosphère. Le soufflet est déjà un peu retombé. Il y a eu les 3 premières victoires et depuis c'est plus compliqué du côté des Lakers. Ouais. Peut-être passer sur les scores d'Euroleague, sachant qu'il y a eu encore une victoire de Paris Basket. Nouvelle victoire contre le Partizan, 74-71 avec 17 points de Nadir Rifi. Le Bayern, gros exploit du Bayern, enfin très belle performance du Bayern qui a battu Žalgiris 77-74 malgré 20 points de Sylvain Francisco. Contre son ancien club, contre son ancien club de Munich. Effectivement, l'Étoile Rouge a battu l'Alba Berlin 92-71 et Milan a battu le Real Madrid 85-76. Et là, Paris est 6e quand même, avec 5 victoires déjà. 5 victoires en 8 matchs, 6e. Žalgiris est premier devant le Bayern, justement, le club qu'il a affronté hier. Donc, c'était quand même un choc. Après, toutes les équipes n'ont pas joué. Il reste le match de Barcelone ce soir, le Pana, le Fener, etc. Mais Paris, commence bien sa campagne d'Euroleague, mine de rien. Absolument, mieux que leurs homologues du foot en Ligue des Champions pour une petite pique footballistique, voilà. Tout à fait, effectivement. Profite. Et allez, vu qu'on reste sur du basket FIBA, il y a l'équipe de France féminine qui jouait hier contre Israël. Victoire de la France, victoire très facile, très large, 94-52. C'est un match de qualification pour l'Euro. Absolument, victoire facile contre un adversaire assez faible. Les Israéliennes ne sont pas parmi les meilleures équipes d'Europe. Il y avait pas mal d'absentes parmi les joueuses cadres. Marine Johannes n'était pas là, Iliana Rupert, Marine Fotoux non plus. Il y a eu quelques premières apparitions, notamment Camille Droguet qui a fêté sa première cape. Les Bleus sont plutôt promenés. Gabi Williams en 18 minutes 14 points, très à l'aise. La nouvelle capitaine aussi, Valériane Ayayi, qui a fait une bonne entame de match et qui a fini avec 11 points et 7 rebonds. Que dire de plus que voilà, une victoire facile. Pauline Astier, qui aussi a refait son apparition dans le groupe, que j'aime beaucoup, qui a été MVP de la semaine, je crois, la dernière fois en Euroleague et qui, à mon avis, sera une des cadres du groupe, je l'espère en tout cas, je l'espère à l'avenir. Mais victoire sereine et facile pour les Bleus. Yes. Écoute, Shai, je te propose qu'on s'arrête là-dessus. Absolument. Ça fait quand même déjà pas mal d'actualités. On a fait le tour sur pas mal d'actualités. De toute façon, vous connaissez le rendez-vous le samedi. Maintenant, il y a ce à quoi il fallait répondre. Ça fait un moment maintenant d'ailleurs. On sera du coup présent avec Théo et avec Shai. Allez, ciao à tous. Ciao, bonne journée.